Évoquons désormais le Sahel et en particulier le Mali, où la question de la fin de la transition et des perspectives électorales agite les esprits. En réaction, le pouvoir militaire a interdit les activités des partis politiques et leur couverture par les médias. Fabrice. Oui, la nouvelle a été rendue publique mercredi soir lors d'une intervention télévisée du colonel Abdoulaye Maïga, le ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Il informe ainsi les Maliens que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décidé par décret de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations. Et cela pour des raisons d'ordre public et sécuritaire. Le dit décret a été pris en Conseil des ministres et co-signé par le Premier ministre Choguel Maïga et plusieurs membres du gouvernement qui s'appuient sur des articles de loi égrenés par le porte-parole du gouvernement. Il cite par exemple une loi de 2004 portant sur l'organisation de la défense nationale. Les autorités militaires expliquent leur décision par la tenue du dialogue intermalien, mais elles pointent aussi du doigt, je cite, les nombreuses actions de subversion des partis politiques et leurs alliés. Et Abdoulaye Maïga de rappeler que même si l'armée a repris Kidal en novembre 2023, cela ne signifie pas que les questions de terrorisme et de sécurité ne se posent plus. Il ajoute que pendant que les autorités font face à des défis sécuritaires, la classe politique malienne mène, je le cite, une nouvelle fois des débats stériles et est coupable, cette classe politique, de subversion. Et cette décision a suscité beaucoup de critiques à l'échelle nationale et internationale, Fabrice. Oui, alors sur le plan national, certains opposants ont osé réagir et s'indigner de cette décision. Chérif Koné, par exemple, qui est coordinateur d'une coalition d'opposition, a déclaré à RFI qu'il est hors de question de laisser la dictature, je le cite, prospérer dans le pays. Il en appelle donc à la désobéissance civile en tant que droit constitutionnel pour défendre les acquis démocratiques et préserver la forme républicaine de l'État. Des opposants qui ont d'ailleurs signé une déclaration commune pour dénoncer cette suspension de leurs activités en violation de la Constitution, disent-ils. Ils jugent cette atteinte aux libertés démocratiques inédites et liberticides et ne souhaitent pas participer au dialogue national dans ce contexte. À l'international, l'ONU s'est aussi exprimée via le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il demande au Mali d'abroger immédiatement la suspension des activités donc, des partis politiques. Sauf que les autorités de la transition ont décidé d'aller encore plus loin. Oui, jeudi, le pouvoir a décidé d'interdire aux médias toute publication sur les activités des partis politiques. C'est la haute autorité de la communication, une institution placée sous l'autorité du Premier ministre, qui a publié un communiqué invitant tous les médias, radio, télé, presse écrite et en ligne, à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Voilà, le communiqué ne dit pas ce à quoi on s'exposerait les médias maliens s'ils décidaient quand même de relayer les informations sur les activités des partis politiques. Mais le ton est ferme et cette décision arrive quelques jours après la fin officielle de la transition et également après que plus de 80 partis politiques et groupes civils ont appelé à la tenue d'élections présidentielles dans les meilleurs délais. Dans ce contexte, le dialogue national à venir risque fort bien d'être un coup d'épée dans l'eau. Alors avant d'ouvrir le débat, je voudrais projeter un extrait d'une conférence filmée de Franklin Yamsi, un soutien des pouvoirs de l'AES, qui déroule un peu leur argumentaire, expliquant que cela ne peut pas être maintenant que le temps des élections. Toute élection qui a lieu alors qu'une grande partie d'une population ou une partie importante d'une population est empêchée d'y participer est une élection qui va contribuer à aggraver la situation du pays. Pourquoi? Parce que les forces qui perdront ces élections pourront toujours faire argument des conditions drastiques, des conditions difficiles dans lesquelles les élections ont été tenues pour dire que celles-ci ne sont pas le reflet de la souveraineté populaire. Or, regardons la situation objectivement. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Dans les trois pays, les agressions terroristes, l'armement terroriste, la médiatisation de la barbarie terroriste ont été renforcées ces dernières années. Ouvrons le débat. Qui a raison? Les oppositions qui contestent ce qui ressemble bien à un ordre autoritaire ou les régimes militaires qui estiment qu'il est impossible d'organiser une élection dans ces conditions? Jean-Paul.
C'est vrai que c'est différent. Ces dernières décisions du gouvernement malien, c'est une décision un peu gênante du point de vue des droits de l'homme, des droits à la politique et autres, c'est gênant. Mais c'est vrai que je partage un peu les idées de l'AES. Et au nom de cela, j'aimerais dire qu'ils sont plutôt dans une dynamique. À un moment, ils ont eu la pression de la CEDEAO qui les a poussés, les a contraints à définir un calendrier précis de la transition. Aujourd'hui, un piège, à mon sens, dans lequel ils sont entrés. Et aujourd'hui, cette période de transition qu'eux-mêmes ont définie est arrivée à son terme. Donc, du coup, et la CEDEAO a finalement renoncé à... Oui, la CEDEAO a renoncé, mais comme c'est eux qui l'avaient défini, donc voilà, ils sont pris au piège de cela, les partis politiques en profitent. Mais j'aimerais qu'on leur donne le temps. Moi, j'ai envie de penser, moi, ça me fait penser un peu à Jerry Rawlings. Quand Jerry Rawlings prend le pouvoir au Ghana, ça a été difficile aussi pour les Ghanéens. À un moment, Jerry Rawlings a fait des réformes difficiles à avaler. C'était dur, c'était révolutionnaire. Mais quand on a une logique révolutionnaire, quelquefois, on assiste à ce genre de choses. Aujourd'hui, le Ghana est un pays dont les institutions sont fortes, il n'y a pas de soucis, tout va bien. Moi, je pense que c'est dans cette logique révolutionnaire que s'inscrit les nouveaux dirigeants du Mali. Certainement, ça fait grincer des dents. C'est un peu difficile parce qu'on a été habitué à un certain moment à certaines choses. Mais est-ce qu'on peut faire le bonheur d'un peuple sans son aval? Bon, ça, c'est une question qui est difficile. Une vraie question philosophique, mais oui, parce qu'en fait, vraie question philosophique, mais on vous dit fermez vos bouches, c'est pour votre bien. Peut-être ça manque un peu de pédagogie au niveau des autorités maliennes. Ça manque un peu de pédagogie. Il faudrait qu'ils soient capables d'expliquer aux populations les raisons pour lesquelles ils agissent ainsi, dans quelle logique ils sont. Peut-être que cela pourrait changer les choses. Mais moi, je pense que c'est tout simplement lié à une question de calendrier. Ils ont dit que la transition durait telle période et au terme de telle période, cela n'a pas pu se faire. Voilà. Mais ils pouvaient prolonger la transition plutôt que d'interdire toute activité politique, Salomé. Oui, moi je crois qu'il faut quand même repartir du contexte. J'ai pas bien compris le fait que la guerre contre le terrorisme soit totalement évacuée maintenant des débats. Pendant 10 ans, il y avait une guerre acharnée à mener contre le terrorisme qui a donc prévalu et qui a fait que la France y a engagé des troupes, ensuite formé une coalition, y compris avec les armées locales. Et là, c'est le sujet évacué. Donc, je crois que c'est quand même la contrainte qui demeure sur ces pays-là, et notamment au Mali. C'est comme ça. Il y a des problèmes sécuritaires très sérieux. Et très, qui emporte l'ensemble. Le problème, c'est que les militaires ont pris le pouvoir parce qu'ils pensaient régler les problèmes, et si les problèmes ne sont pas réglés... Ils n'ont pas été réglés pendant 10 ans. Si dans 10 ans, ils ne sont pas réglés, est-ce qu'on va continuer à avoir un Mali sans élection? En effet, la question posée comme ça est tout à fait judicieuse. C'est une question de temps et de calendrier. Donc, dans 10 ans, si pendant 10 ans, il n'y a plus de débat politique, plus de partis politiques et plus d'expression politique, là, effectivement, il sera temps de se poser des questions, et même avant l'échéance des 10 ans. Mais là, dans la période qui est vécue, moi, il me semble qu'en effet, vouloir à toute force être dans un processus électoral est totalement en décalage avec la réalité sécuritaire du pays. Donc il y a à tenir une ligne de crête qui est sans doute pas facile. En effet, on peut tous que constater que moi, je suis démocrate, je suis dans un parti, je suis pour l'accès au pouvoir par le vote des citoyens et par les urnes. Donc, j'ai pas d'appétence ni de sympathie particulière pour les gouvernements militaires. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut se rendre compte que c'est un pays en guerre, en réalité. Donc, en effet, c'est pas tout à fait la même chose quand vous êtes dans une vie où tout va bien, où c'est le débat public qui se développe et on avance des arguments sur le projet de société. Là, nous sommes dans un pays en guerre, nous sommes dans un enjeu de est-ce que l'État reste l'État sur l'ensemble du territoire? C'est ça, les sujets. Donc, en effet, l'annonce est abrupte, mais il me semble qu'elle correspond pour le
les militaires a une réalité et a une actualité. Et ça, il faut en tenir compte. Il faut d'abord discuter de ça. Je ne vais pas être trop longue, mais évidemment, c'est mon prisme. On se souvient tous de la condition, de la façon dont on a à toute force voulu organiser des élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2010. Dans un pays. Je suis obligé de le redire à chaque fois parce qu'on a l'impression que tout disparaît, tout s'oublie. Dans un pays qui était encore coupé en deux et qui était parcouru par des bandes armées et qui n'étaient pas sous le contrôle de l'armée régulière. Et après, on dit on fait des élections. Ah bon? D'accord. Donc, on peut aussi penser aux élections en Angola qui n'ont pas amené la paix à l'époque. Et donc, tout ça, tous ces processus ne peuvent pas, parce qu'elles se déroulent dans des conditions qui ne sont pas favorables à l'expression démocratique et aux urnes. Donc elles ne peuvent pas aboutir sur de la paix et de la concorde nationale. Mais alors, quelque part, on peut aussi se dire que même si les élections ne sont pas à l'ordre du jour, la vie politique peut exister en dehors du cadre électoral et que c'est au pouvoir de créer les consensus nécessaires, d'essayer au moins de créer les consensus nécessaires avec la société politique et la société civile au lieu de taper comme un sourd sur la société politique, Félix. Oui, je partage ton point de vue sur le sujet parce qu'il faut bien distinguer entre l'élection et la nécessité du débat démocratique dans un pays. Et il me semble que le fait d'interdire les activités des partis politiques est de nature à interdire toutes sortes de débats. Et moi, je me méfie un peu des mesures qui consistent à soit casser le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a des revendications qui émergent du corps social et que les partis politiques portent. Il faut qu'on puisse entendre ça. Quitte à ce que les autorités de transition, les autorités qui sont en place, créent un nouveau consensus pour pouvoir mener la lutte essentielle qui est aujourd'hui la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est dans leur corde, c'est une question de négociation, d'habilité politique et aussi de mise en confiance de ceux qui se sentent aujourd'hui exclus du jeu politique. En plus, Fabrice, il y a un autre point, c'est-à-dire que la guerre ne se gagne pas que par les armes, c'est aussi un processus politique et faire taire les partis politiques n'est peut-être pas le meilleur moyen de gagner la guerre dans les esprits avant de gagner sur le terrain. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de négociation, enfin la politique, c'est pas le sujet de la bataille que mène l'armée malienne aujourd'hui avec contre les terroristes. Est-ce que c'est pas quelque chose d'impossible, gagner une guerre seulement d'un point de vue militaire? C'est difficile d'avaliser une telle décision quand on est démocrate. Maintenant, il y a une réalité, Salomé le disait, le Mali est un État en guerre qui vit sous en état d'urgence, qui est en état d'urgence depuis plusieurs années à cause de cette guerre. C'est une situation exceptionnelle qu'il faudrait faire attention de ne pas juger trop rapidement. Et je pense que, vu de l'extérieur, on oublie que les critiques souvent nombreuses viennent de ceux qui ne sont plus les alliés du Mali. Quand au Tchad, on a Mahamat Idriss Déby qui fait assassiner son principal opposant, on pousse moins de cris d'orfraie que... On n'en pousse pas du tout d'ailleurs. On n'en pousse quasiment pas. Ça ne suscite pas autant d'indignation que lorsque le Mali... Comparaison n'est peut-être pas raison, mais il faut faire attention parce que le Mali est quand même dans une situation critique. Maintenant, je suis d'accord que le débat démocratique, c'est absolument primordial. Il y a un entre-deux peut-être qu'il aurait fallu tenir. Et puis demander aux médias d'arrêter de parler de certains sujets, c'est quand même quelque chose d'extrêmement... C'est de la censure et c'est extrêmement poussé quand même. Parce qu'en plus, la presse en ligne, c'est grotesque dans la mesure où les médias qui ne sont pas au Mali, les blogueurs qui sont à l'extérieur du pays continueront à parler, à moins que le pouvoir coupe Internet. Je vois pas... on ne peut pas empêcher, en réalité, en 2024, aux médias de s'exprimer. Museler la presse, ce n'est jamais une bonne idée, surtout dans une situation de crise. Museler la presse, museler les associations, museler les partis politiques. Je pense que c'est la mauvaise méthode et ils n'ont pas le bon discours au niveau des autorités maliennes. Pour moi, c'est ce qu'il disait tantôt. Il faudrait que les autorités maliennes soient capables
de communiquer, d'ouvrir le débat sur certaines questions, au-delà des questions de guerre, au-delà des questions sécuritaires, d'ouvrir le débat sur la gestion du pays, sur la révolution, sur le changement des institutions, ou bien l'élection d'institutions fortes qui correspondent aux aspirations des peuples, des populations maliennes. C'est ce débat. Il peut même y avoir des institutions transitoires. C'est ça qui sont créées par capables. consensus, mais ils ont commis l'erreur de définir, je pourrais dire, un temps mathématique pour dire qu'on aura fini la transition et espérer que les élections allaient régler les problèmes. Chez nous, en Afrique, dans certaines situations, dans certains contextes, les élections sont plus un problème qu'une solution. Donc voilà, moi je pense que c'est cela qui doit faire de la pédagogie, ouvrir le débat, qu'on se parle, que les Maliens se parlent, et je pense que les choses pourront se faire. C'est que le débat de fait là est impossible. Il y a un dialogue national qui devrait commencer. Les partis d'opposition ont déjà dit qu'ils boycotteraient ce débat national. Et comment est-ce qu'on veut être crédible si on interdit les partis et qu'ensuite on leur dise venez à la table des discussions pour qu'on essaye de faire nation tous ensemble. C'est pas très logique. Dernière question sur ce point à Félix. Est-ce que c'est pas justement la croyance dans le règlement militaire des problématiques liées au terrorisme qui nous amène à ce type d'impasse? Moi, personnellement, j'ai toujours considéré que dans les situations des pays sahéliens, il y a certes une part de terrorisme, mais il y a aussi des insurgés. Des gens qui remettent en cause les pouvoirs locaux par différentes modalités, parce que tout simplement, en ce qui concerne le partage d'un certain nombre de ressources locales, il y a des difficultés et que l'autorité centrale ne permet pas de les résoudre. Donc toutes ces questions, elles sont éminemment politiques. Certes, il faut faire la guerre jusqu'au bout à ceux qui tiennent les armes et qui veulent s'imposer par les armes, mais en même temps, il faut avoir un processus politique par lequel on amène tout le monde à la table de négociation afin de négocier un nouveau contrat social.